Avant de commencer, je voudrais vous dire à quel point je suis heureuse d'être à Schleuf aujourd'hui. Et je remercie très chaleureusement les organisateurs du forum de m'avoir invitée. Donc je pense que vous avez tous entendu parler de l'hyperactivité. Mon fils est hyperactif, ça vous dit quelque chose. Le TDAH aussi. Merci. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une entité pédopsychiatrique qui est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, vous voyez bien que dans l'intitulé, c'est le trouble de l'attention qui est permanent. L'hyperactivité peut y être, comme c'est pas qu'elle n'y est pas, mais elle sera en arrière-plan. Donc, mon objectif aujourd'hui... Vous n'avez pas un baladeur? Donc, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas que vous soyez des pédopsychiatres ou des spécialistes du TDAH, mais que vous soyez, à la fin de l'intervention, habilités à suspecter très fortement le diagnostic de TDAH, puis faire partie du réseau. Pourquoi? Parce que la prise en charge de cette pathologie ne peut être que pluridisciplinaire. Et elle nécessite donc de former, de sensibiliser des intervenants dans plusieurs disciplines. Et vous faites partie de ce réseau, vous, en tant que généraliste. Pourquoi? Quels sont les intervenants de la prise en charge? Médecins et psychologues scolaires, c'est normal, c'est eux qui sont le plus près à parler des parents, des enfants. Les médecins généralistes, les médecins de famille, le pédiatre. Et là, je spécifie, c'est aussi le neuropédiatre qui s'intéresse au TDAH. Parce que leur formation est très vaste. Le professeur Laraba est là pour le confirmer, donc ce n'est pas évident. Donc c'est vraiment des neuropédiatres qui s'intéressent au TDAH, parce que nous savons que dans notre pays, les neuropédiatres, le peu de neuropédiatres que nous avons, s'intéressent plus à l'épileptologie. Autres intervenants, le neurologue, le pédopsychiatre bien sûr, les orthophonistes et les psychomotriciens. Je pourrais l'avoir ce baladeur? Je pourrais avoir un baladeur s'il vous plaît? Je vais demander. Merci. Vous m'entendez? Alors, pourquoi créer un réseau? D'abord pour le dépistage, pour orienter par la suite vers le spécialiste qui posera le diagnostic de certitude pour initier le traitement. Ensuite, après que le traitement va être initié, et ce traitement, bien sûr, comprendra la psychothérapie, de l'orthophonie et de la psychomotricité, et bien sûr de la chimiothérapie. Après avoir posé le diagnostic et avoir initié le traitement, il faudra assurer un suivi sur le long terme. Ensuite, assurer une assistance scolaire. Ce sont des enfants qui doivent être accompagnés. Vous allez voir pourquoi. Ce sont des patients qui vont présenter des comorbidités, troubles d'apprentissage, dyslexie, orthographie. Ça serait bien qu'ils aient une auxiliaire de vie scolaire, par exemple. Donc vous voyez pourquoi est-ce qu'il faut qu'on travaille en réseau pour cette pathologie. Donc le travail en réseau est la clé de voûte. Il ne devrait pas avoir normalement d'opposition entre le champ des pédopsychiatres et de la scolarisation, donc de l'éducatif. On ne peut pas, en tant que pédopsie, se dire « ça y est, j'ai diagnostiqué, je prends en charge et j'ai terminé ». Il faut qu'on suive l'enfant dans toute sa scolarisation. Et pas uniquement la scolarisation, aussi au niveau des familles. Tout ce qui peut intervenir négativement pour l'enfant, on doit intervenir au niveau des familles, au niveau des loisirs, le sport, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, que l'hyperactivité, c'est-à-dire l'instabilité, le fait qu'un enfant soit instable, c'est un concept transnosographique. Alors, transnosographique, ça veut dire qu'on peut retrouver cette instabilité dans beaucoup de pathologies pédopsychiatriques. Donc le TDAH, d'accord, mais pas uniquement. On peut retrouver aussi l'hyperactivité dans les troubles de l'humeur. Par exemple, dans la dépression. C'est vrai que la dépression du sujet âgé, c'est un patient qui est triste, ralenti, qui n'a plus envie de rien. Mais chez l'enfant, on peut avoir une instabilité et une irritabilité. Les troubles d'apprentissage, ce sont des enfants qui n'arrivent pas à lire, les dyslexiques, les dysorthographiques, qui se trompent beaucoup quand ils écrivent, les dysgraphiques, qui ont du mal à écrire. Ce sont des troubles, d'accord, mais à côté, on peut avoir une instabilité. Et ce qui va se voir, ce sera surtout cet enfant turbulent qui bouge partout. Le trouble oppositionnel avec provocation, ce sont des enfants qui s'opposent systématiquement à toute autorité, qu'elle soit parentale, qu'elle soit des enseignants,
ou qu'elles soient des moniteurs au sport. Ils s'opposent. Non, j'ai pas envie. Range ta chambre. Non, je le ferai pas. Reste calme. Non, j'ai pas envie. C'est le non systématique. En plus de ça, ce sont des enfants très très instables. Donc c'est l'hyperactivité qui prime, qui est au devant de la scène. Les TSA, bon, actuellement on en parle beaucoup, troubles du spectre autistique, qu'on appelait avant troubles envahissants du développement. Ce sont des enfants qui ont des problèmes de langage. Le langage est absent ou qui n'est pas assez développé. Troubles du contact social, donc ils interagissent de façon mal adaptée. Ils peuvent interagir, mais pas adaptés. S'ils veulent prendre, c'est un exemple que je donne très simple, ils veulent prendre un jouet, ils ne vont pas demander est-ce que je peux prendre ce jouet. Ils vont le prendre de façon violente, par exemple. Et aussi, ils ont des comportements stéréotypés. L'exemple le plus flagrant, c'est le flapping comme ça, ou bien faire des gestes comme ça, vous voyez, regarder comme ça, ses mains, faire comme ça. Les addictions, alors malheureusement, ça peut vous choquer, mais les addictions, maintenant, touchent aussi les enfants. Avant, c'était les adolescents, maintenant, les enfants aussi. Il y a des drogues au niveau des primaires. Alors, quand on voit un enfant instable, il faut penser aux addictions. J'ai travaillé dans les addictions pendant 8 ans, et j'ai vu de ça maintenant. Ça commence vers 8, 9, 10 ans. Ça commence par l'alcool Patex, maintenant. Il y a même les petits bonbons qui sont dehors, là, le halwa qu'ils appellent comme ça. Ils mettent plein de molécules à l'intérieur. Donc maintenant, il faut penser pour les enfants aussi aux addictions. Les troubles anxieux, un enfant qui est phobique, qui a peur aussi, il ne va peut-être pas s'exprimer, il ne va pas dire j'ai peur, j'ai peur de ceci ou de cela, mais il va être turbulent, instable. Donc là, vous voyez, quand vous avez, je vous ai dit que l'hyperactivité, mais pas au sens de TDAH, hein, c'est l'enfant instable, est un concept transnosographique qu'on peut retrouver dans beaucoup de pathologies pédopsychiatriques, mais quand ils sont instables, on sait qu'ils finiront par arriver chez nous, les pédopsychiatres. Mais là où on a besoin de vous, les médecins généralistes, c'est quand ce qui prime, quand l'hyperactivité est en arrière-plan et que c'est l'inattention qui sera au devant. Là, je pense très fortement que les parents les ramèneront plus chez vous, parce que ce n'est pas bruyant. La pédopsychiatrie, pour eux, c'est les malades mentaux, la grosse pathologie pour les amener chez nous. Mais si vous êtes formé à cette pathologie et que vous savez que ce qui est quand même constant dans cette pathologie, c'est le trouble de l'attention, vous pourrez faire partie du réseau et les orienter vers les spécialistes. Alors, plusieurs terminologies, depuis longtemps. On peut dire hyperactivité, on peut dire instabilité psychomotrice, on peut dire hyperkinésie, on peut dire agitation. Ce sont des synonymes. C'est ce que vous mettrez dans vos lettres d'orientation, Inch'Allah. Alors, je vais essayer dans la présentation d'être très pratique, donc j'ai fait très peu de théorie, d'accord ? Mais comme un peu d'historique, très peu d'historique. On parlait en 1901 de Moore de choré mentale de l'enfant. Là, ça faisait très neurologie. Après, la conception française, qui sont beaucoup plus portées sur les émotions, avec Ajuria Guerra et Vallon, qui parle de troubles affectifs. Ils rapportaient plus ça, ces instabilités et troubles de l'attention, à tout ce qui est troubles affectifs, interaction de la mère et de l'enfant. Il y avait un problème affectif. Les conceptions anglo-saxonnes, les Américains, ils sont beaucoup plus dans les lésions, tout ce qui est organique. Oui, bien sûr. C'est où? Ça, c'est le pointeur. Ça, c'est les deux, c'est le défilaire. Avant, arrière. D'accord, merci. Donc, je vous disais que les Américains sont beaucoup plus lésionnels, organiques. Pour eux, il y avait une lésion. Strecker, 1923, trouble post-encéphalitique. Ça, c'était pour l'historique. Hein. Les classifications, on en a besoin. Ce sont des classifications qui permettent d'uniformiser les diagnostics parmi tous les praticiens de tous les pays, toutes les cultures. Elles ont leurs dangers, c'est les surdiagnostics surtout, et les surtraitements, surtout en pédopsychiatrie, mais il faut les connaître. Nous avons la classification française des troubles mentaux de l'enfant, 1990, il parlait d'instabilité psychomotrice. Mais vous voyez, ce qu'on peut lui reprocher, bon, très humblement, la critique, c'est qu'il ne parle pas de déficit de l'attention. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec la 10e version de la classification des maladies mentales, parle d'hyperkinésie. Et c'est la classification qui est utilisée par notre ministère. Les anglo-saxons, c'est le DSM-4 texte révisé actuellement en 1994, puis le DSM-5 en 2013, qui est très, très controversé, parle de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va revenir à ça après. Toujours la discorde, les excès nord-américains. Alors les Américains, toujours, sont excessifs. 3 millions d'enfants,
sous traitement. C'est beaucoup. Les réticences des Français, 5000 enfants sous traitement médicamenteux. Je pense qu'en Algérie, nous, on peut se permettre d'être entre les deux. On n'est pas avec les Américains excessifs, on n'est pas si réticents. Là, je vais vous parler de l'impact développemental, l'évolution de la pathologie, à partir du préscolaire jusqu'à l'âge adulte. En préscolaire, vous aurez des parents qui vont vous dire, à la crèche ou en préscolaire, ils ont des troubles du comportement. Ce sont des enfants qui bougent trop, qui sont turbulents, qui ne savent pas jouer, qui ne jouent pas correctement, ils prennent les choses violemment, ils peuvent agresser leurs petits camarades. Ça sera en préscolaire. En primaire, on va commencer à avoir de plus gros problèmes. Les difficultés scolaires. Ils bougent trop, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils n'arrivent pas à avoir de bons résultats. Et l'interaction sociale est complexe, que ce soit avec leur père ou que ce soit avec les enseignants. On pourrait croire qu'ils sont mal éduqués, on pourrait croire qu'ils sont indisciplinés. Au collège, toujours les difficultés scolaires. Là, il y a la baisse de l'estime d'eux-mêmes. C'est normal, mauvais rendement scolaire, ils sont un petit peu rejetés parce qu'ils font toujours les clowns. Et les conduites à risque. Vu qu'ils n'arrivent pas à intellectualiser, ils vont plus aller faire des bêtises. Surtout, par exemple, prendre la voiture, la faire démarrer, ça va commencer par ça. Ils vont être un petit peu espiègles. Au lycée, là, c'est l'échec scolaire, la déscolarisation. Et là, la baisse de l'estime de soi va aller vers une authentique dépression. Parfois, les toxicomanies. Vous allez voir après, ce sont des enfants très impulsifs. Et ils vont avoir tendance à aller vers les produits. Blessures et accidents. À l'âge adulte, c'est l'échec professionnel, la dépression, les problèmes relationnels, ils n'arrivent pas à s'intégrer, blessures et accidents et toxicomanie. Donc pour les causes sont mal connues. Mais ce que les auteurs rapportent le plus souvent, c'est la cause génétique constitutionnelle, mais le gène n'a pas été identifié. Et vous avez des facteurs d'environnement. Par exemple, une mère qui ne stimule pas assez, une enseignante qui ne stimule pas assez. Et il paraît aussi que les difficultés scolaires peuvent aussi aggraver la pathologie. Mais je pense que c'est plus une interaction, comme vous l'avez dit, professeur Laraba, entre le gène et l'environnement. Maintenant, on va parler de la pathologie à proprement parler, le TDAH. Donc, le trouble déficitaire de l'attention est un trouble neurobiologique qui est caractérisé par une triade. Vous avez l'inattention, ce sont des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer, qui sont hyperactifs, donc instables, qui bougent beaucoup, et qui sont impulsifs, de façon inappropriée. Le dysfonctionnement touche plusieurs domaines. On ne peut pas dire qu'il est, entre guillemets, hyperactif s'il est uniquement instable avec la maman. Il y a un problème au niveau familial. Uniquement instable à l'école, il faut voir avec l'enseignante. Uniquement instable avec le moniteur de sport. Peut-être qu'il y a un souci. Donc, ça va toucher les rapports avec les adultes, le fonctionnement scolaire et les relations avec les frères et sœurs et avec les camarades. Ça touche tous les domaines. C'est un trouble qui est fréquent parce qu'il touche 5% des enfants d'âge scolaire. 4 garçons pour une fille. Donc c'est plus une pathologie masculine que féminine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de filles qui sont touchées, mais l'inconvénient, c'est que les filles sont sous-diagnostiquées parce que c'est plus la forme inattentive qui les touche. Donc ce sera des petites filles, on va se dire elles sont étourdies, elles ne sont pas attentives, peut-être qu'elles ne sont pas assez intelligentes, ça ne se verra pas. Elles ne seront pas diagnostiquées. Je vais commencer par vous faire une description de la forme typique du TDAH. D'accord ? Ce sont des enfants d'âge scolaire qui présentent des symptômes excessifs par rapport à son âge. Ils ont un QI qui est normal. Là, retenez ça, ce sont des enfants qui sont intelligents, voire supérieurs à la normale. Et qui sont constatés, ces troubles, dans différentes situations, comme je vous l'ai dit, école, domicile, loisirs. Les motifs de consultation, c'est agitation en maternelle, difficultés scolaires en primaire et les gros troubles du comportement aussi. Alors ce qu'il faut retenir, c'est la triade symptomatique. Hyperactivité motrice, déficit d'attention et impulsivité. Ça, c'est les 3 symptômes clés. Hyperactivité motrice, déficit d'attention et impulsivité. Hyperactivité motrice, ce sont des enfants qui courent partout, qui grimpent aux arbres, qui grimpent dans les escaliers, qui s'agitent, qui ne restent pas assis, même si on leur dit de s'asseoir, ne jouent pas en silence, sont très bruyants et prennent beaucoup de risques, plus que la normale. Il
ne faut pas oublier que les enfants découvrent. Ils ont le droit de découvrir, ils ont le droit de s'exprimer. Mais là, c'est vraiment une hyperactivité qui est anormale, inappropriée, elle est excessive. Impulsivité, ce sont des enfants qui n'attendent pas leur tour, qui se précipitent pour répondre. Avant qu'on ait terminé de poser la question, ils se précipitent. Ils interrompent souvent les conversations. Maman, maman, maman. Ils ne laissent pas la maman parler, ils interrompent. Pas d'une activité à l'autre. Ils n'arrivent pas à terminer une tâche. Ils ont du mal à organiser leur travail. Et ils ne peuvent pas se conformer aux ordres. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, ils n'y arrivent pas. Vous allez voir après qu'il faudra les canaliser et les structurer. Déficit d'attention, donc difficulté à se concentrer. Ils sont facilement distraits. S'il y a quelqu'un qui rentre, s'il y a de la musique, s'il y a de la radio. Paraissent ne pas écouter. Ils perdent leurs objets de travail. Ne terminent pas ce qu'ils ont entrepris. En plus de la triade qui est symptomatique et qui est spécifique, vous avez les symptômes associés. Ce sont des enfants qui ont des affects fragiles. Ils ont une dysrégulation émotionnelle. Ils n'arrivent pas à réguler leurs émotions. Et la conséquence de cette difficulté à réguler les émotions, c'est le rejet familial, social, scolaire, baisse de l'estime de soi, voire une dépression de l'enfant. Donc, ces réactions émotionnelles, cette dysrégulation émotionnelle, elle est très variable, elle est souvent exagérée et disproportionnée. Ils peuvent se vexer rapidement, ils prennent les choses trop à cœur. Ils passent rapidement d'une état d'euphorie à la tristesse. Ils ont du mal à contrôler leur colère, leur frustration. Ils peuvent devenir agressifs. Bon, forcément, quand ce sont des enfants qui ont des problèmes de régulation émotionnelle, ils vont être rejetés par tout le monde. Quand vous voyez un enfant comme ça, les profanes vont dire qu'il est mal élevé. Donc, rejet familial, rejet social, rejet des camarades. Et finalement, comme conséquence, ça va être la dévalorisation de l'enfant. Et même quand il va voir qu'il n'est pas assez bon à l'école, il va se dire « je suis plus bête que les autres, je ne suis pas assez bien que les autres », il aura tendance à faire le clown, à faire le pitre. Ça peut faire rire un moment, mais après, comme on dit communément, il se mate. Alors, dans la classification nord-américaine, vous vous rappelez, c'est la classification qu'on utilise à la faculté de médecine, dans toutes les facs de médecine, qu'elles soient du centre, de l'est ou de l'ouest. Vous avez 3 formes pour le TDAH. Vous avez l'hyperactivité prédominante, vous avez l'inattention prédominante et les formes mixtes. Vous avez les deux. Ça, c'est le DSM-4, texte révisé. En 2013, on a eu DSM-5. C'est presque la même chose, c'est que les terminologies qui diffèrent. Présentation hyperactive impulsive prédominante, présentation inattentive prédominante. Au lieu de dire mix, ils ont dit combiné. C'est presque la même chose. Même les critères n'ont pas changé. Alors, pour les critères diagnostiques, que ce soit dans le DSM-4 ou dans le DSM-5, pour l'inattention, vous avez 9 critères. Est imprudent, a du mal à demeurer concentré pendant ses activités, évite ou a une aversion ou a en aversion les tâches qui demandent un effort mental soutenu, perd des objets importants, oublie fréquemment des choses dans ses activités quotidiennes, n'écoute pas, a la difficulté à mener les choses à terme, a de la difficulté à s'organiser, se laisse facilement distraire. Ça, c'est les 9 critères de l'inattention. Pour l'hyperactivité, impulsivité, vous en avez 6 pour l'hyperactivité et 3 pour l'impulsivité. Pour l'hyperactivité, c'est se tortille, remue sans arrêt, ne peut demeurer assis, court, grimpe excessivement, ne peut jouer ou travailler tranquillement, il est toujours en mouvement, comme s'il était monté sur ressort, parle trop. Pour l'impulsivité, vous en avez 3, donc répond trop vite aux questions, ne peut attendre son tour et impose sa présence, interrompt les autres. Pour retenir le diagnostic du TDAH, il faut que les troubles aient persisté au moins 6 mois. Il faut en avoir au moins 6 d'inattention pour retenir. Voilà. Il faut en avoir au moins 6 d'inattention pour retenir la forme inattentive, au moins 6 d'impulsivité, hyperactivité pour retenir l'autre forme, l'hyperactive, et 6 de chaque côté pour retenir la forme mixte. Et je répète que les symptômes doivent durer au moins 6 mois. Pour poser le diagnostic de TDAH, il faut observer longtemps l'enfant. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas voir un enfant comme ça dans un couloir et dire « oui, celui-là, il est hyperactif ». Il faut une observation médicale pendant longtemps en hôpital de jour. Retracer bien l'histoire de l'enfant.
voir l'histoire développementale de l'enfant, sur le plan comportemental et émotionnel. Et n'importe quel diagnostic pédopsychiatrique, on doit voir les symptômes, on doit voir le contexte et le développement. Donc il faut l'observer, retracer son histoire avec les parents. L'examen clinique est très important pour éliminer une organicité. On le verra tout à l'heure pour le diagnostic différentiel. Un problème organique peut aussi donner une instabilité. Recueil des informations à l'école et à la maison, c'est important. On ne peut pas se dissocier. La maison, c'est clair, vous aurez la maman, c'est facile. Mais même à l'école, il faudra pousser, vous le verrez après dans la prise en charge, il faudra pousser les parents à aller vers les enseignantes, voir où se situe le problème. Parce qu'il y a des problèmes qui se passent à l'école. Soit que ce soit directement avec l'enseignante, soit avec les pairs. Nous avons des échelles de comportement. Et ces échelles ne sont pas là pour poser le diagnostic, elles sont là pour conforter notre diagnostic clinique. Parce que le TDAH est un diagnostic clinique. Nous avons des tests neuropsychologiques spécialisés et le quotient intellectuel. Les échelles de comportement que nous utilisons en Algérie, c'est les échelles de Conners. Nous avons des échelles parents et enseignants. Là, je vous ai projeté le questionnaire de Conners, c'est la version abrégée, parce que normalement, c'est une échelle qui va jusqu'à 86 questions. Mais la version abrégée, elle est plus simple, parce que les 86 questions, c'est les mêmes qui se répètent. C'est des questions qui sont très ressemblantes. Donc, ils ont mis en place ce questionnaire abrégé. Vous avez 10 questions, cotées de 0 à 3. Le maximum du score est 30. Une fois que vous avez le score, vous divisez par 10. D'accord? Donc, maximum, donc ça fait 3. 30, si c'est le maximum. 30 divisé par 10, ça fait 3. Lorsque vous avez un score qui est supérieur à 1,5, on pense très fortement à l'hyperactivité, mais confronté à nos données cliniques. Les tests neuropsychologiques spécialisés, vous avez le Stroop, Clochette, Try Making Test, Tour de Londres, Wisconsin, et le test du QI intellectuel, qui est le WISC-4 actuellement. Bon, ce que nous utilisons nous au service, c'est Stroop et le QI WISC-4. Alors, pour le Stroop, c'est un test qui comprend 3 planches. La première planche, vous avez des couleurs, bon, vert, rouge, bleu, mais écrit en noir et blanc. On demande à l'enfant de lire en noir et blanc. Là, c'est facile, c'est juste pour voir s'il n'a pas un trouble de la lecture, pour que ça n'interfère pas avec nos résultats. La deuxième planche, c'est comme la première ligne. Vous voyez vert, rouge, bleu, jaune, jaune. La couleur est écrite, le mot vert est écrit en vert. Rouge est écrit en rouge. La troisième planche, c'est plus compliqué, comme vous voyez. On doit demander à l'enfant de lire, de nommer la couleur. Par exemple, la première, il faut dire rouge. La deuxième, il faut dire vert. Est-ce que je pourrais faire un test avec l'un d'entre vous? Docteur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez pour la deuxième ligne, nommer la couleur? Vous nommez la couleur dans laquelle est écrit les mots le plus rapidement possible. Non. Vous avez... Vous voyez la difficulté. D'accord. Mais on doit vérifier qu'il n'y a pas un problème de lecture avec la première planche. Mais c'est bien. Hein. Mais c'est beaucoup plus lent. Hein. C'est toute une page. C'est pas facile. Maintenant, on parle du TDAH à l'adolescence. Il faut en parler. Comme vous savez, les adolescents, ce sont les oubliés de la médecine. Donc, les 3 dimensions clés restent. Elles sont présentes toujours. Vous vous rappelez les 3 dimensions, impulsivité, hyperactivité et trouble de l'attention. Mais à l'adolescence, c'est plus l'instabilité qui est au premier plan, c'est l'inattention. Adolescents impulsifs, irritables, qui n'arrivent pas à contenir leurs émotions, qui recherchent des sensations, conduite à risque, appétence particulière pour les substances licites et des conduites antisociales, vol, fugue, agression. Vu que ce sont des enfants qui n'arrivent pas, des adolescents qui n'arrivent pas à intellectualiser, ils vont préférer ressentir. La sensation va remplacer l'intellect. Le devenir des enfants TDAH, ça c'est pour la CNAS, qui aime bien poser la question, c'est chronique ou pas? 30% de rémission totale à l'adolescence. 30%. 40%, il y aura persistance de TDAH avec un retentissement cognitif, comportemental et relationnel. Donc dans 40%, c'est chronique.
Dans 30%, troubles des conduites sociales, délinquance. Donc là, ce ne sont pas des enfants qui sont génétiquement prédisposés à être des délinquants. C'est parce qu'ils vont être déscolarisés, vous l'avez vu dans l'impact développemental, ils vont être déscolarisés, ils vont donc avoir des contacts avec le milieu de la délinquance, et donc ils vont y arriver. Donc je ne voudrais pas que vous reteniez de ça que TDAH c'est délinquant, hein. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein. Voilà, ils vont être en contact avec des milieux, quand on est déscolarisé, dans tous les pays, voilà, exactement. Diagnostic différentiel. J'ai encore du temps. Merci. La turbulence normale. Les enfants ont le droit de bouger, ils ont le droit d'exister. Vous êtes d'accord? Les troubles médicaux. Troubles de la glande thyroïde, abus de substances, troubles convulsifs. Un environnement défavorable et carentiel. Carence éducative, carence affective. Des enfants qui ne sont pas, je ne vais pas dire pas aimés, mais qui ne sont pas aimés correctement. Il y a des parents qui n'aiment pas correctement. Ou bien carence éducative. Donc, effet iatrogène des médicaments, les corticoïdes, les antiépileptiques, les antihistaminiques. Autres causes psychiatriques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le TOP, troubles de l'humeur, troubles anxieux, TSA. Troubles sévères d'apprentissage et précocité intellectuelle. Les surdoués aussi. Ce ne sont pas des TDAH. Le diagnostic et le traitement de TDAH chez les enfants est souvent compliqué parce qu'il y a des comorbidités. Les TDAH seuls représentent 32%. TDAH avec trouble de l'opposition avec provocation, le TOP, 40%. Avec trouble de l'humeur et anxieux, 38%. Trouble des conduites, ce sont les petits psychopathes qui commencent à voler vers 13-14 ans, 14%. TDAH et tics, que ce soit des tics chroniques ou des tics qui rentrent dans le cadre de la maladie de la Tourette, ça vous dit quelque chose? Gilles de la Tourette, les tics vocaux, ceux qui insultent, etc. Donc vous avez beaucoup de comorbidités. Donc quand ils sont comorbides, la prise en charge se complique. L'actualité que je vous ai ramenée DSM-5, dans le DSM-4, on n'avait pas le droit de porter le diagnostic de TDAH s'il y avait un autisme. Maintenant, on a le droit. Bon, pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a des intérêts qui nous échappent ou qui ne nous échappent pas? Donc dans une revue de la littérature, Rommels et ses collaborateurs évoquent que 20 à 50% des sujets avec TDAH remplissent également les critères diagnostiques d'un TSA. Et 30 à 80% des sujets avec un TSA remplissent eux aussi les critères diagnostiques d'un TDAH. C'est là que je vous dis, il y a le danger de ces classifications. Elles sont bien pour les études, mais sur le plan clinique, elles peuvent être un petit peu dangereuses à cause de surdiagnostic, parce qu'ils abaissent le seuil des diagnostics. TDAH prise en charge, elle est pharmacologique, elle est psychologique, elle est pédagogique, elle est éducative. Vous comprenez bien que ça ne peut pas être que le pédopsie ou que le généraliste ou que le pédiatre qui prennent en charge. Il faut plusieurs intervenants. Pharmacologie, vous avez les psychostimulants et non psychostimulants. Les psychostimulants, vous avez dû entendre parler de la ritaline, méthylphénidate, ce sont des amphétamines. Mais en Algérie, nous avons les non psychostimulants, c'est le Strattera, l'atomoxétine. Très bonne molécule qui marche bien. Psychothérapie, vous avez la psychothérapie de soutien. Là, on les soutient pourquoi? Vous vous rappelez la faible estime de soi, la dépression. Et comportementale. Vous allez voir après que la personnalité, c'est une chose, c'est un tempérament. Et le comportement, c'en est une autre. Le comportement, on peut agir sur le comportement. Sur la personnalité, on ne peut pas agir. C'est un mode de fonctionnement. Il fonctionne comme ça. Mais le comportement, on peut agir à travers la thérapie comportementale. Vous avez les rééducations orthophoniques, psychomotriciennes, et l'aide psychopédagogique. Donc, en général, dans notre pays, pour l'aide psychopédagogique, c'est plus les cours particuliers faits par des psychologues ou par des femmes qui essayent de faire ce qu'elles peuvent. Mais en principe, c'est les psychopédagogues qui s'occupent de ça. J'en ai une au service. Malheureusement, les psychopédagogues n'exercent pas dans les services de pédopsie. Cette psychopédagogue, je l'ai prise en addictologie. Elle était carrément ailleurs. Et les psychopédagogues sont plus dans les centres pour handicapés, en général. Elles ne sont pas dans les services de pédopsie. Alors, quels conseils on donne aux parents? Renforcement des règles éducatives. Ce sont des enfants qui doivent être cadrés, contenus. Alors, l'environnement doit être ordonné, organisé. Si vous avez une maman qui est elle-même désorganisée, ça va faire qu'aggraver la situation. Il faut qu'ils respectent les parents. Il ne faut pas qu'ils disent « Ah, ça y est, diagnostiqué TDAH, il est malade ». Non, il faut toujours qu'ils éduquent de la même manière. Il faut beaucoup les aimer.
Il faut les encourager quand ils réussissent. Alors, il faut leur montrer beaucoup d'affection. Et quand ils réussissent une tâche, il faut les encourager, même de façon plus expressive. Pour résumer, il faut être ferme de façon bienveillante. Donc, il faut montrer qu'on est là pour cadrer, pour contenir, et montrer aussi beaucoup d'affection. Il faut moduler la chose. Pas que amour, 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 et pas que strict, strict, strict. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, particularité liée au déficit de l'attention. Exigence et instruction simple et claire. Quand on parle avec un TDAH, il ne faut pas lui compliquer la phrase. Il faut que ce soit une phrase bien ciblée. Qu'est-ce qu'on veut? Tu me ramènes ceci, tu fais cela. Règlement affiché de préférence. Pourquoi affiché? Pour qu'il s'en rappelle. Qu'il la voie, sur le plan visuel c'est mieux, et qu'il s'en rappelle, qu'il ne dise pas je ne me suis pas souvenu. Éviter les distracteurs. Télé, la radio. Vous savez bien qu'il y a beaucoup d'enfants, quand ils font leurs devoirs, il y a la télé en arrière-fond, ou bien la radio. Tolérer les débordements mineurs. Par exemple, s'il est en train de travailler, il travaille et qu'il bouge un petit peu, il faut tolérer, c'est pas grave. Pendant les repas, on préfère qu'il ne bouge pas. Mais s'il mange, il est en train de manger, qu'il bouge un peu, il faut tolérer. Les petites astuces, il faut fractionner les demandes. Ça rejoint l'ordre simple. Par exemple, si on a envie, un exemple vivant, que l'enfant aille nous chercher la bassine qu'au premier étage afin de pouvoir la descendre et après de mettre le linge dans la machine à laver, par exemple, si on lui dit cette phrase, il ne va pas le faire. Il faut lui dire « monte chercher la bassine », très bien, après, mets-la dans la machine à laver. Il faut fractionner la demande. Limiter les excitants, jeux vidéo, films violents. Favoriser les activités extérieures. Un TDAH, il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il sorte. S'il est enfermé. Et dissocier comportement et personnalité. Il faut retirer ça de l'esprit des parents, de dire il est comme ça. Personnalité, c'est une chose, c'est un tempérament. Et le comportement qui rentre dans le cadre d'une pathologie pédopsie, c'est autre chose. Il faut multiplier les intervenants adultes. Alors là, attention, plusieurs adultes, là je veux dire les deux parents. Il peut y avoir la grand-mère qui intervient ou la tante pour dans les familles où il y a plusieurs personnes, mais intervenants adultes cohérents, qui sont d'accord entre eux. Pas le père qui dit oui tu peux, la mère non c'est pas la peine, la tante qui dit non, Anna c'est moi qui décide. Donc il faut favoriser plusieurs intervenants, mais cohérents entre eux. Expliquer le TDAH à la famille et demander aux parents de prendre contact avec l'école. Il faut qu'ils soient proches de l'école et expliquer. Parce que les enseignantes n'ont pas de formation sur le TDAH. Conseil aux enseignants. Donc là, en général, moi, ce que je fais, j'écris des petits mots avec les enseignantes maintenant pour expliquer. Parce que, bon, vous savez que la greffe de pédopsie, elle est très dangereuse. Parce qu'il va rapidement être stigmatisé. Mais si vous donnez ces conseils, je pense que ça passera aussi bien et mieux. Alors, mettre l'enfant près du bureau de l'enseignante, c'est mieux. Parce que s'il est derrière, il aura plein de distracteurs devant. Tolérer l'agitation, alors là, je ne suis pas en train de dire qu'elle doit laisser l'enfant bouger dans tous les sens, mais lui donner des tâches à effectuer. Il va chercher la craie, il va chercher le registre, qu'on le responsabilise. Travailler en petits groupes. Alors là, je dis petits groupes, mais l'idéal, ça serait que c'est la relation duel. Un enfant TDAH peut très bien étudier s'il est, lui, avec un enseignant. Donc là, il peut rester en classe, par exemple, et avoir des cours à côté. Éviter les doubles tâches. Et favoriser l'autocorrection. Il ne faut pas, quand on voit un enfant qui se trompe, le corriger. Il faut lui dire, dans ce mot-là, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Il faut lui laisser le temps de se corriger tout seul. Et ça, il faut de la patience. Apprendre la relecture fractionnée des dictées. Par exemple, quand il fait une dictée, on ne va pas lui dire, allez, corrige. Premièrement, corrige, où il n'y a pas de majuscule, tu mets des majuscules. Deuxièmement, la ponctuation, virgule, point d'interrogation, point d'exclamation. Troisième lecture pour l'orthographe. Donc il faut fractionner. Avec eux, il faut fractionner à cause du trouble de l'attention. Ne pas pénaliser les oublis de matériel. Il a oublié sa gomme, son stylo, essayer de dire aux enseignantes, il a un problème, c'est pas grave. Et la mère aussi peut intervenir tous les matins, bon c'est pas évident, pour vérifier s'il n'a pas oublié. Expliquer et réexpliquer. Solliciter l'attention visuelle, son image. Ce qui est le mieux, ça c'est les femmes qui font des cours particuliers, c'est un peu de les amuser. Il faut qu'il y ait le support visuel, ou bien voire sonore. Mais il faut les intéresser. Communiquer avec les parents et encourager. En conclusion, donc face à l'enfant hyperactif, la prise en charge de l'hyperactivité de l'enfant forcément pluridisciplinaire, ça on l'a compris. Comprendre l'origine de l'hyperactivité,
ou de l'inattention à travers la vie pédopsychiatrique, tolérer un petit peu, c'est des enfants qui ne sont pas évidents, et orienter en consultation spécialisée. J'espère que nous pourrons travailler ensemble et je vous remercie pour votre attention.